Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité dans toute sa diversité, c'est dans Semaine Pro. Il a surpris tout le monde en Guinée et semble d'ores et déjà remuer l'échiquier politique à quelques mois du premier tour de la présidentielle. C'est Moussa Dadis Camara, ancien président de la transition. Le 11 mai dernier, l'ancien capitaine a officiellement annoncé son retour en politique. Mais question, la candidature du président du Parti des Forces Patriotiques pour la démocratie et le développement, FPDD, est-elle validable quand on sait que Moussa Dadis Camara est cité dans le dossier du 28 septembre 2009? Qu'est-ce qui motive réellement le retour de Dadis en politique et pourquoi sa candidature fait-elle peur à l'ensemble de la classe politique guinéenne? Le chargé de communication du parti FPDD sera sur ce plateau dès le début de cette émission. Donc, à venir dans la deuxième partie de Semaine Po, le contrôle technique automobile en Guinée, le sujet divise en Guinée, grand déballage plutôt, avec un consultant du groupe français Autovision. Prenez place confortablement, nous sommes ensemble pendant 50 minutes. Volet politique pour démarrer cette émission, nous sommes avec M. Maxime Manimou. Monsieur Maxime, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans Semaine Pro. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes chef de département communication à l'ISIC, entendez l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia, donc l'Institut en charge de la formation des journalistes. Et vous êtes secrétaire chargé à la communication et porte-parole du parti FPDD, entendez Force patriotique pour la démocratie et le développement. Alors, monsieur Maxime, première question, le 11 mai dernier, Moussa Dadis Camara donc, a signé son retour en politique et il compte sous peu regagner donc la Guinée. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé donc Dadis à retourner en politique après avoir servi le pays pendant la transition? Merci pour cette pertinente question. Oui. Le retour ou le prochain retour du président Dadis est surtout motivé par, si vous voulez, les différents événements qui se produisent dans notre pays. Et étant ancien président en convalescence au Burkina Faso, à Ouagadougou, alors il n'avait pas, si vous voulez, dans son état de militaire ou d'ancien président en convalescence ailleurs, apporter certaines contributions sur les réalités du pays. Et en étant un leader politique, il est vraiment mieux placé pour dire à qui de droit ce qu'il faut faire pour notre cher pays. Alors, il s'est dit que pour vraiment l'avoir au chapitre et intervenir d'une certaine manière, n'est-ce pas, dans l'évolution des activités de notre pays, il fallait bien qu'il devienne leader politique et c'est ce qui motive plus ou moins son retour. C'est que Moussa Dadis Camara, donc c'est un président assez controversé. Donc de par le passé, il a par exemple été cité dans le dossier du 28 septembre. Est-ce que M. Maxime, la rentrée de Dadis dans la politique, est-ce que ça ne va pas un peu dans le but de le couvrir? Pas du tout, pas du tout. Surtout pour les événements du 28 septembre que vous annoncez, moi sur ce plan, n'étant pas juriste, je me dis que l'État guinéen est en train de faire son travail dans ce sens. Oui. Bon, alors, si la justice guinéenne l'inculpe, on verra bien, mais pour l'instant, il a simplement été écouté en tant que témoin. Oui. Alors nous disons que c'est un citoyen libre qui peut vraiment revenir en politique. Alors, maintenant, si la justice fait son travail, vous et moi, nous verrons le résultat, nous verrons la suite. Oui. Pour l'instant, alors, nous disons vraiment que rien ne l'empêche, n'est-ce pas, d'être leader politique et de venir intervenir d'une certaine manière, surtout de façon positive, dans les actions
constructive de notre pays. Oui, mais Monsieur Maxime, vous pensez que la candidature de Moussa Dadis Camara est validable par la Cour constitutionnelle? Pour moi, oui. Et pour validable. Quelles sont les preuves Parce que, quels sont vos arguments? Je venais de le dire tantôt, oui. C'est un citoyen. Et sur n'est-ce pas, l'événement du 28 septembre que vous venez d'annoncer, pour le moment, jusqu'à preuve de contraire, ça fait 5 ans qu'il est au Burkina, il n'est pas encore inculpé en tant que tel. Oui. Moi, je ne vois pas pourquoi le président Dadis ne peut pas se présenter aux élections présidentielles. Pourquoi le président Dadis ne peut pas rentrer dans son pays? Pour le moment, il n'est pas inculpé. Nous le disons tous, il est en convalescence. Alors, il a été, on lui a tiré dessus, et il en était malade, et puis il est venu au Burkina, il s'est retiré au Burkina pour un repos assez long, imaginez 5 ans, et pendant ces 5 ans, vraiment, il n'a pas été inculpé. Avant d'y aller, il avait été écouté comme témoin des événements. Et jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à maintenant, rien n'a été dit sur ce point. Alors moi, je vous demanderai qu'on attende la justice guinéenne faire son travail. Comme ça, les résultats qui en découleront prouveront à suffisance s'il est inculpé ou pas, s'il est coupable ou pas. Pour l'instant, c'est un citoyen comme les autres. Il peut vraiment revenir dans son pays, rien ne l'empêche. Et il peut se présenter comme candidat aux élections présidentielles de 2015. Et rien ne lui empêche du tout. Oui, mais il pourra ou bien il va se présenter en 2015? Ben, il va se présenter, pas il pourra. Si ne vous faites pas d'illusion, il va se présenter. Il a été élu à la tête d'un parti, les Forces patriotiques pour la démocratie et le développement. Il a été élu à la tête de ce parti. Et en même temps, à Ouaga, le 11 mai, vous l'annonciez tantôt, oui. Il a annoncé son retour. Il a accepté non seulement d'être à la tête du parti, mais il a accepté d'être aussi candidat aux élections présidentielles de 2015. Donc, ne vous en faites pas, il va rentrer dans ce pays. Alors, Monsieur Maxime, vous dites que le capitaine, l'ancien capitaine plutôt, parce qu'il a déjà rendu le tablier donc dans l'armée, alors vous dites qu'il est convalescent. On a envie d'en savoir un peu plus sur son état de santé aujourd'hui, parce que beaucoup pensent qu'il est en exil forcé. Est-ce que vous approuvez cette thèse politique? Ça, c'est des illusions que les gens se font. Exil forcé. Forcé pourquoi? Et même la convalescence dont je parle, mais le président Dadis est complètement remis, n'est-ce pas, de ses blessures. Il est en bonne santé, c'est très clair. Il est en bonne santé. Et quand j'entends les gens dire qu'il a un exil forcé, c'est de bonne guerre, hein, c'est la politique, c'est bien de parler comme ça, mais la réalité est là. Exil forcé, c'est dire que là-bas, il n'est même pas peut-être libre de ses mouvements. Mais pour moi, ce que j'ai vu à Ouaga, le président Dadis est libre de ses mouvements. Il n'y a aucun problème. Oui, mais qu'est-ce qui l'empêche de venir s'installer pour tout bon dans son pays? Justement, c'est ce qui se passe maintenant. Il veut, il ne peut pas rester à l'écart et intervenir, n'est-ce pas, dans les actions constructives de son pays. C'est pourquoi il demande, il se présente aux élections, il rentre maintenant. Certains m'avaient posé la question de savoir si s'il va rester au Burkina et que l'on fasse campagne pour lui, est-ce que son cas va être comme le cas Gbagbo? J'ai dit, mais écoutez, ne mélangez pas les choses. Le cas du président Dadis ne peut pas être comme le cas Gbagbo. Ce ne sont pas les mêmes faits pour les mêmes causes, pas du tout. Oui, mais beaucoup pensent qu'il y a en tout cas des similitudes. Hein? Oh, pas du tout, ce n'est pas la même chose du tout. Ce n'est pas la même chose. Gbagbo a été jugé coupable de tout ce qui s'est passé et on n'a pas tardé à le transférer à la haine. Je suis d'accord. Le président Dadis a été écouté comme témoin et avec ses blessures, oui, il était en convalescence. La procédure est encore en cours. Pour le moment, on ne peut pas tirer une leçon, monsieur Maxime. Justement, c'est pourquoi je vous ai dit de laisser la justice guinéenne faire son travail. Voilà. Donc, pour le moment, on ne peut pas faire de similitude entre le cas Gbagbo et les événements du 28 septembre, puisqu'alors le président Dadis était à la tête du pays. C'est juste pour ça. Mais ce qui reste clair, ne vous en faites pas, le président Dadis va rentrer dans son pays
Et il est fier de faire la politique parce qu'il se dit qu'avec cette politique, il va vraiment contribuer à la construction de notre nation. Vous savez, il faut le reconnaître à l'homme. Il est réputé pour, si vous voulez, ses vertus de probité morale, hein, d'intégrité, de patriotisme, de sincérité, d'équité dans la gestion des affaires de l'État. Il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas du tout. Il a envie justement de contribuer. Ce n'est pas seulement en étant président qu'on peut contribuer, si vous voulez, à la construction de son pays, mais en étant leader politique, c'est encore direct. C'est pourquoi, jusque-là, je ne vois pas pourquoi il ne peut pas vraiment se présenter. Il va se présenter et il viendra. Alors, dites-nous quand est-ce qu'il va venir. Et, Monsieur Maxime, est-ce que vous ne pensez pas, est-ce que vous ne craignez pas pour la sécurité donc de l'ancien capitaine Moussa Dadis Camara? Autrement dit, est-ce que vous ne pensez pas que le jour où il va mettre pied sur le sol guinéen, vous ne pensez pas qu'il y a une certaine machination entre griffes pour son transfert à la CPI? Je ne crois pas. J'ai beaucoup confiance à la justice guinéenne. J'ai aussi confiance au gouvernement guinéen. Je ne pense pas qu'on puisse attendre ou bien profiter, si vous voulez, de l'engagement d'un responsable sur la scène politique pour le transférer. Le transfert ne peut se faire que s'il est coupable, s'il est jugé coupable, s'il est inculpé. Pour le moment, il n'y a aucune inquiétude en matière de sécurité. Moi, je me dis que c'est un leader politique comme tous les autres. Voilà. Et cette histoire du 26 septembre, je veux bien que justice soit faite pour qu'on sache qui a fait quoi réellement. Donc, pour le moment... Parce que c'est un fardeau pour votre parti politique. Fardeau en tant que tel, non, je ne crois pas, mon cher. Fardeau, ça serait un fardeau. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine stigmatisation? Par qui la stigmatisation? Avec tout ce qu'on a connu le 28 septembre 2009, alors qu'on sait que c'est Dadis à l'époque qui était président de la transition. Vous savez, les juristes aiment le dire. Les juristes aiment dire que lorsque le bras a failli, on a tenu la tête. Je crois que nous sommes peut-être à cette étape, à cette phase. Le 28 septembre, même si ce n'est pas lui qui était au pouvoir, si c'était un autre, peut-être que la même chose se serait passée. L'essentiel est maintenant de savoir si effectivement c'est lui qui est inculpé, qui est responsable des événements. Ça, pour cela, et vous et moi, nous ne pouvons pas nous prononcer, nous pouvons que nous remettre à la justice guinéenne qui va faire son travail sur ce plan. Mais pour l'instant, je n'ai aucune inquiétude en matière de sécurité parce que le président Dadis, comme je l'ai dit tantôt, c'est un citoyen comme tous les autres citoyens. Il a la liberté de rentrer dans son pays. Alors je ne vois pas pourquoi lorsqu'il rentre, les gens profitent de quoi que ce soit pour faire. Si cela devait être fait, et lorsqu'il est venu au décès de sa maman, alors, je crois que ça serait aussi une occasion. C'était une occasion plus tôt, puisque c'est vrai qu'il n'est pas venu à Conakry pour des raisons inavouées pour l'instant, mais il est venu quand même aux obsèques de sa mère, et tout s'est très bien passé. Et pourtant, c'était en Guinée, hein. C'est bien la Guinée. Hein. Là, il n'a pas été touché, il n'a pas été... Au contraire, nous avons plutôt compati à sa douleur, parce que vraiment, la mort d'une maman, tout le monde sait ce que c'est. Bon, alors, il est reparti, il a regagné Ouaga dans les meilleures conditions, où il séjourne actuellement. Et j'ose vous affirmer que pour cette fois-ci, candidat aux élections présidentielles, le président Dadis sera parmi nous, et c'est une question de jour. Nous vous dirons au moment opportun quand est-ce qu'il sera ici, parce qu'il faut quand même préparer sa venue. Oui. Voilà, son arrivée doit être préparée, il faut informer autant de militants que l'on pourra, et il faut organiser un accueil très chaleureux. Donc, au moment venu, vous ne serez pas du reste, vous serez informés. Alors, Monsieur Maxime, il y a certains analystes politiques et même certains juristes qui pensent que le cas Dadis Camara dans le dossier du 28 septembre est un peu comparable au scénario ivoirien. Beaucoup pensent qu'il y a une justice sélective, il y a une partie donc qui est en train d'être écoutée, l'autre partie donc n'est pas en train d'être
écouter, c'est-à-dire que si Dadis doit aller à la CPI, donc il doit y aller avec les acteurs politiques qui, le 28 septembre, ont mobilisé les militants et sympathisants. Alors, en tant que secrétaire chargé à la communication du parti, est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, bon, vous dites bien que c'est de la part des analystes. C'est-à-dire que s'il y a eu événement du 28 septembre, on ne peut pas dire que le président Dadis était le seul, ou bien voilà, le seul responsable qui a coordonné toutes les actions. Je ne suis pas juriste, je ne vais pas m'approfondir là-dedans, mais ce qui reste clair, quand vous voyez bien, à votre avis, les responsabilités sont partagées? Quand vous voyez bien, franchement, quand nous parlons de l'événement du 28 septembre, ça fait pitié. C'est l'occasion pour moi de m'incliner pieusement sur la mémoire de ces victimes, des Guinéens qui ne cherchaient que le bonheur, qui ne cherchaient que le bien-être et qui ont été victimes de ces événements. Mais maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que pour les mêmes faits, des gens ne devraient pas répondre, n'est-ce pas, devant le peuple de Guinée? Le 28 septembre, pour nous, c'est quelle date en réalité? Voilà notre problème. Moi, dans tout ça, franchement, je suis désolé que cela se soit produit. Mais je pense qu'un leader politique qui aime la Guinée, un leader politique qui aime la souveraineté guinéenne, devrait quand même s'abstenir de faire certaines choses le 28 septembre. C'est clair, ça, c'est dans les mains de la justice. Mais sur un autre plan, vous voyez un peu ce que ça fait. Alors, à votre avis, quelle est la part de responsabilité des leaders politiques ces jours qui ont appelé à manifester? Moi, je crois que peut-être que même si ce n'était pas le 28 septembre, ce qui s'est produit allait se produire, je ne sais pas. Mais c'est le fait que, depuis maintenant un certain temps, au lieu de parler, par exemple, du non constructif, non à la colonisation, pas non à la France comme les gens peuvent le dire. On n'a jamais dit non à la France. On ne peut pas dire non à la France. Nous sommes une colonie française. Mais oui à la souveraineté guinéenne. Je crois que c'était bien le 28 septembre. Alors, si depuis un certain temps, on ne parle que de ce douloureux événement, parce que ça s'est produit ce jour, je me dis que est-ce que ce n'était pas une façon de changer un peu les choses, au lieu qu'on dise oui à la souveraineté, n'est-ce pas? Désormais, qu'on ne parle que désormais du 28 septembre. C'est un peu ça pour ces leaders politiques-là. Mais pour les événements, comme je vous le disais, je ne suis pas juriste pour m'aventurer profondément là-dedans. Je demande simplement à la justice guinéenne de faire son travail. Parce que c'est des Guinéens que nous avons perdus, des Guinéens qui nous sont chers. C'est vrai, la justice n'a qu'à faire son travail. Mais pour l'instant, je confirme que le président, notre président, le président de notre parti, les postes patriotiques pour la démocratie et le développement, le président Moussa Dadis Camara, peut bien rentrer en Guinée. Tout ça, c'est que la justice guinéenne fasse son travail. Alors, M. Maxime, à présent, faisons un point donc sur le programme de société donc de votre parti politique, du parti politique de Moussa Dadis Camara. Alors, dites-nous, quels sont vos axes prioritaires? Vous savez, mon cher, en Guinée, nous avons perdu beaucoup de valeurs. Nous avions des valeurs que nous avons vraiment perdues. Et parmi ces valeurs, vous avez l'unité nationale, qui n'est devenue qu'un vain mot. Hein? Vous allez voir un Guinéen, à quelque niveau que ce soit, dire ah oui, la Guinée est une famille, mais c'est justement un simple mot. Si la personne finit de parler, si vous dites, bon voilà, votre frère qui est tel, qui vient soit du sud, du nord, vieux de tel ou tel, ou bien du centre, l'intéressé décline toute responsabilité. Je crois qu'il faut ramener cette unité nationale. Il faut la renforcer. Il faut en faire une réalité. Et c'est ce que nous voulons vraiment faire. Et notre projet de société, nous voulons encore sauvegarder les valeurs qui incarnent le patriotisme, le nationalisme, l'union, la discipline, la justice, la solidarité et la paix. Parce que sans ces valeurs-là, eh bien, notre État ne fera que poireauter, n'ira jamais de l'avant. Notre pays n'ira jamais de l'avant. Il faut sauvegarder ces valeurs
Il faut aussi rassembler tous les Guinéens autour d'un idéal commun, un idéal celui d'une Guinée plurielle et prospère. Parce que, vous voyez, la Guinée, ce n'est plus une Guinée plurielle. Il ne faudrait pas que les élections qui s'annoncent se passent comme les élections surpassées, hein, que chaque communauté vote plutôt pour son candidat. C'est vraiment dommage, hein, que, par exemple, les sous-sous votent rien que pour des sous-sous, des malinqués pour des malinqués, des peuls pour des peuls, des forestiers pour des forestiers. Pour moi, ce n'est pas une démocratie, ça. Hein. C'est une valeur très importante que la Guinée a perdue. Juste dans les temps, cela n'existait pas. Dans les temps, vous pouviez quitter ici, aller au Fouta, vous êtes chez vous, vous trouverez quelqu'un pour vous héberger, pour vous donner à manger, pour vous entretenir. Vous quittiez ici, vous allez en Haute-Guinée, la même chose. Vous quittiez là, vous partiez en forêt, en pleine nuit, vous avez quelqu'un pour s'occuper de vous. Oui. Tout cela est imputé pour cette fameuse démocratie qui n'est pas du tout applicable comme on le pense. C'est très clair, parce que ce n'est que de mots. Oui, alors, Monsieur Manimou, dites-nous, est-ce que votre parti, expliquez-nous quel va être son chemin d'assaut, sa ligne politique. Est-ce que cette formation politique va appartenir à la mouvance ou à l'opposition, au compte justement de la présidentielle du 11 octobre? Je sais que nous arriverions là, mais imaginez, c'est vrai que ce parti vient d'être... si vous voulez, de s'engager sur vraiment la scène politique avec le président Dadis. Mais imaginez maintenant que nous décidions que ce parti soit de la mouvance ou de l'opposition radicale. Je crois que nous n'aurons rien apporté au pays. C'est pourquoi, pour l'instant, nous ne sommes pas contre la mouvance. Nous ne sommes pas contre l'opposition radicale. Mais nous sommes centristes parce que nous voulons donner corriger l'État des deux côtés. Alors, vous allez rejoindre M. Jean-Marie Doré, qui est aussi centriste. Jean-Marie Doré, est-ce que nous aurons les mêmes aspirations? Je ne sais pas, mais ce qui reste clair, nous sommes venus pour agir lorsque c'est la mouvance qui fait quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt de la population, nous dénonçons. Lorsque c'est l'opposition radicale qui commet d'autres actions qui ne vont pas, n'est-ce pas, dans le sens de la bonne évolution de notre pays, nous dénonçons. Bon, est-ce que M. Jean-Marie de le faire, je ne sais pas, mais je crois qu'on ne va pas être centriste pour être simplement centriste de non, mais nous allons vraiment agir. Nous sommes prêts. Vous savez, un pays ne se construit pas seul. Aujourd'hui, c'est le président Alpha Condé, c'est son gouvernement qui est là, au pouvoir, c'est vrai. Mais si nous ne l'aidons pas, comment est-ce que lui va évoluer? Moi, je ne sais pas être dans l'opposition, comment les gens comprennent. Je ne peux pas être dans l'opposition et être contre les idiots d'un gouvernement en place pour voyez un peu. Oui, mais on apprend que la candidature de Dadis aujourd'hui, donc il y a une main noire, et cette main noire, c'est justement le pouvoir qui veut préparer le président Moussa Dadis, l'ancien président Moussa Dadis Camara, en tout cas, pour la présidentielle. Mais monsieur Maxime, est-ce que vous confirmez cette information? Vous savez, monsieur Fali, une rumeur n'est pas une information, c'est un bruit qui court. Oui, mais généralement en Guinée, quand on la vérifie, on trouve une part de vérité. Ce qui reste clair, la rumeur, c'est un bruit qui court. C'est clair. Mais les gens peuvent se permettre de le dire. C'est de bonne guerre. Oui. C'est de bonne guerre. Nous sommes dans la politique. Mais les gens sont partis plus loin. Les gens sont partis plus loin parce que les gens essayent même de rapprocher l'avènement du président Dadis sur la scène politique. Oui. À tout ce que fait, par exemple, le président du RDR en forêt, il s'agit de M. Papakoli, tout ça, on dit que oui, Papakoli est en train de faire son jeu. Nous savons que, pour l'instant, le président Dadis n'a encore pas commencé parce que nous sommes en train de préparer pour qu'il vienne. Il y a beaucoup de partis qui se sont déclarés, disons, de Dadis, beaucoup de partis comme ça. Alors, et ces mêmes partis travaillent aujourd'hui. Donc, ces partis peuvent faire alliance avec Dadis? C'est pas sûr, parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs.
n'ont pas les mêmes objectifs. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, pour aider, n'est-ce pas, l'opposition radicale et la mouvance à s'entendre, à se donner la main, à faire de sorte que le pays aille de l'avant, nous sommes centrés pour dénoncer les tares des deux côtés. Mais en attendant l'arrivée d'Addis, il continue en tout cas à recevoir le soutien. On a vu récemment en Guinée forestière où les femmes ont marché pour réclamer à corps et à cri donc le retour de Moussa Dadis en Guinée. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a une certaine crainte de la part de certains acteurs politiques qui pensent que la candidature de Dadis, en tout cas, peut vraiment jouer sur leur électorat, parce qu'on considère que la Guinée forestière est le bassin électoral. Donc, il peut non seulement brouiller sur chaque carte. Comment expliquez-vous donc, M. Maxime, cette situation aujourd'hui? Très bien, mon cher. D'abord, je voudrais vous dire que pour les manifestations à Zélékoula, les manifestations des femmes, mais c'est de bonne guerre, les femmes n'ont pas demandé autre chose. Quand les femmes marchaient, le président Dadis n'avait encore pas prononcé son discours, n'est-ce pas, hein, dire qu'il est candidat aux élections présidentielles, n'a pas encore prononcé ses discours. Les femmes avaient déjà marché, tout simplement parce que les femmes portent le président Dadis dans leur cœur en tant que fils. Ça, c'est compréhensible. Il y a cette affection. Pour eux, Dadis, c'est leur fils. Alors, il était au pouvoir, il ne l'est plus. Il est en convalescence à Ouaga depuis plus de 5 ans. Pourquoi ne pas regagner maintenant son pays? C'est pour cette raison que ces femmes ont tenté de manifester leur inquiétude. Voilà, Monsieur Maxime, on a quand même vu des femmes qui, en tout cas, ont laissé éclater leur colère en demandant que si Dadis ne vient pas, en tout cas, elles n'iront pas aux jeunes pour aller s'acquitter de leurs devoirs civiques. Tout ça, c'est de bonne guerre, mon cher. C'est de bonne guerre, c'est tout à fait normal. Les femmes ont besoin de voir leur fils parmi elles. Mais c'est juste pour ça. Elles ont raison de dire tout ça, parce que, imaginez, elles ne trouvent pas la raison de l'éloignement de Dadis actuellement là. Elles pensent que Dadis peut maintenant rentrer dans ce pays et puis participer aux différentes activités comme tout citoyen guinéen. C'est tout simplement ce que ces femmes-là ont fait. Maintenant, pour ce que les gens disent, ah oui, le pouvoir est derrière tout ça c'est politique, je suis entièrement d'accord. J'écoutais Espace le dimanche quand quelqu'un a dit que ah oui, Dadis n'est populaire que dans sa communauté, je le connais et puis ça va. Tout ça là, je suis d'accord, mais ce que je sais, c'est que, vous avez dit vrai, son arrivée peut avoir une certaine influence sur l'électorat de certains leaders politiques, je suis entièrement d'accord. Et cela n'est pas fortuit, parce que tout simplement, le petit temps que l'homme a passé au pouvoir, il a présenté certaines vertus que je venais d'évoquer tout à l'heure. Tout le monde a reconnu que c'est un patriote, c'est un intègre, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui aime l'équité. Mais on a besoin de ces valeurs-là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est capable de rassembler tous les Guinéens autour de l'idéal dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une Guinée plurielle et prospère. On voit cela en Dadis. Ça, c'est vrai. Le président Dadis, alors, monsieur, parce que ceux-là qui ont peur que leur électorat soit peut-être touché ou soit touché de quelque manière que ce soit, ils auront peur, mais en tout cas, notre président, il va rentrer et il va prendre ses responsabilités. Mais surtout, éviter les rumeurs. Voilà. Pour le moment, ne convenez pas avec les gens qu'on est avec le pouvoir, qu'on est avec l'opposition radicale. Non. D'accord. Je vous ai dit que nous venons pour, si vous voulez, une opposition constructive. Voilà, une opposition constructive. Mais, Monsieur Maxime, nous arrivons au terme de cette émission. Une dernière question. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de la crise sociopolitique? Et quel appel avez-vous justement à lancer aujourd'hui à l'endroit de vos militants et sympathisants, à l'endroit du peuple de Guinée? Très bien. Franchement, la crise sociopolitique dans notre pays aujourd'hui est une crise inquiétante.
parce que c'est une crise qui ne fait que, si vous voulez, éloigner les citoyens les uns des autres, hein, sur le plan politique, sur le plan sociopolitique. Et c'est très grave. Un pays qui veut être émergent, un pays qui veut avancer, ne peut pas avancer comme ça, avec une population divisée. Alors, ce que je peux dire aujourd'hui au peuple de Guinée, c'est de faire de l'unité nationale un mot qui a son sens réel. C'est très clair. Qu'on soit vraiment unis, parce que étant unis, nous irons de l'avant. Et que chacun fasse son travail. Oui. Que chacun se mette à l'idée que lorsqu'on dit la Guinée, ce n'est pas seulement un gouvernement qui peut faire la Guinée. Chacun de nous peut faire la Guinée. Chacun, en faisant bien son travail, peut contribuer au développement du pays. Alors, avec le FPDD, nous venons avec, disons, toutes ces aspirations. Nous venons sur la scène politique pour nous ajouter aux partis politiques qui sont déjà présents, pour vraiment essayer de nous donner la main, que ce ne soit pas derrière les gros mots, mais que ce soit vraiment une réalité, pour que le pays aille de l'avant. Le seul souci du président Dadis, c'est ça aujourd'hui, que la Guinée aille de l'avant, que le Guinéen se reconnaisse en lui-même, que le Guinéen, n'est-ce pas, puisse aspirer, atteindre même le bien-être. C'est ça, parce que la souffrance des Guinéens n'a que trop duré. Alors, c'est cet appel-là que je voudrais lancer à notre cher peuple de Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, je rappelle que nous étions avec monsieur Maxime Manimou. Il est chef du département communication à l'ISIC, l'Institut supérieur de l'information et de la communication. En même temps, secrétaire chargé à la communication, donc au sein et porte-parole au sein du parti FPDD, donc Force patriotique pour la démocratie et le développement, donc le parti qui est aujourd'hui dirigé par Moussa Dadis Camara. Monsieur Djawadou Bari, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Guilabou. Voilà, donc vous êtes le consultant du groupe français Autovision. Alors, dites-nous, c'est quoi le contrôle technique d'automobile et quelle est sa genèse en République de Guinée? Merci, monsieur Guilabogui. Le contrôle technique automobile, c'est l'activité qui consiste à vérifier l'état de véhicules circulant sur le territoire national et à en déterminer leur aptitude. Donc, notamment, après un contrôle technique, on délivre un certificat qui donne l'autorisation au véhicule de circuler sur le territoire national et d'effectuer les formalités qui l'emmènent à pouvoir être utilisé de manière régulière, c'est-à-dire immatriculation, assurance, etc. Oui, mais son instauration en Guinée date de combien d'années? Il y a deux types de contrôles. D'abord, il y a ce qu'on appelle le contrôle réglementaire et le contrôle non réglementaire. Le contrôle réglementaire, c'est une activité qui est sous la houlette du ministère chargé des Transports et qui est une activité obligatoire, donc qui permet de délivrer justement, comme je vous ai dit, les documents permettant la circulation des véhicules sur le territoire national. Vous avez également le contrôle non réglementaire qui, par exemple, lorsqu'une société minière demande à ce que les véhicules qui doivent arriver sur son site minier soient conformes à des certaines procédures en HQS, hygiène, qualité, sécurité. Ce genre de type de contrôle sont effectués justement par des sociétés qui ont l'agrément et qui ont le matériel pour le faire. Le contrôle technique en Guinée, la genèse, elle date de 1997. Donc en 1997, une société a obtenu l'exclusivité, donc entre guillemets le monopole pour effectuer la visite technique automobile en Guinée, sur la base d'une convention de 15 ans. Donc cette convention est arrivée à terme en 2012. Bon, néanmoins, avant que cette convention n'échoue, il y a eu un feuilleton, donc des épisodes. En 2003, la société a arrêté ses activités sous prétexte que... quelle était la société à l'époque? Civita. Djawadou, en tout cas, le secteur du contrôle technique
avoir aujourd'hui, apparemment, est en train de capituler. Je ne sais pas si vous avez fait le constat, et en avril dernier, l'exploitation donc des activités de contrôle technique automobile en Guinée donc aurait été réattribuée à la société Civita. Quelle lecture faites-vous de la monopolisation du secteur et quelles peuvent être ses conséquences? Bon, tout d'abord, le secteur du contrôle technique on ne peut pas capituler pour ce secteur, parce qu'il est partie intégrante de la politique nationale concernant les transports en Guinée. C'est un secteur qui nage dans une eau trouble en Guinée. C'est un secteur effectivement qui a du mal à se baser, à avoir ses fondements. Justement, c'est pour ça que notre groupe a été appelé par le ministre de l'époque qui était le ministre Ahmed Tidiane Traoré. Donc nous avions à l'époque rencontré donc les cadres de la primature qui nous avaient introduit, donc qui nous avaient en fait appelés et qui nous avaient permis de faire cette rencontre et de mettre en place, sous demande donc des cadres du ministère des Transports, un protocole d'accord pour les amener à travailler et pour nous emmener à travailler dans des conditions efficientes. Le contrôle technique en Guinée automobile ne peut pas être quelque chose qui ne se fera pas. Je vous explique tout simplement. Le développement actuel et les perspectives de la Guinée font faire qu'il va à un moment précis de l'histoire avoir une croissance en Guinée. Et qui dit croissance, c'est accroissement de la logistique et des flux de transport. Donc on ne peut pas lorsque l'on veut, par exemple, lorsqu'on utilise les transports pour le développement de telle ou telle région, accepter que n'importe quel véhicule puisse circuler. Parce que cela induirait donc des dégâts sur les routes. Donc c'est-à-dire on va encore demander à ce que les budgets gonflent pour le fonds d'entretien routier. Ça va accroître le risque des accidents sur la route. Donc ça va encore entraîner des complications au niveau de l'environnement et du secteur de la santé et celui de la sécurité routière. Donc c'est un secteur qui est incontournable. Oui, mais M. Diawadou, comment expliquez-vous en tout cas qu'un secteur comme le contrôle technique automobile soit réattribué à une société qui est Civita? Vous ne pensez pas que ça a des conséquences sur le quotidien même des usagers? Et justement, j'y viens. Je vais prendre par analogie un secteur de contrôle qui est similaire à celui du contrôle technique automobile. C'est le contrôle technique au niveau de l'habitat, concernant les constructions. Vous constaterez et vous déduirez comme moi qu'il n'y a pas de monopole. Il n'y a pas une société qui fasse du contrôle technique concernant l'habitat et l'aménagement du territoire et l'urbanisation qui a un monopole. Vous avez une pluralité des sociétés ici. Et justement pour le bien des personnes qui ont recours à ce type d'activité. Pourquoi? Parce que lorsque on veut mettre un monopole sur une activité de contrôle, l'usager n'a pas la latitude de pouvoir faire des comparatifs. C'est-à-dire comparatifs quant à la qualité de l'œuvre, et comparatifs quant à la prestation de service, et comparatifs quant au prix. Le contrôle technique en Guinée automobile ne peut pas déroger à la règle. Aujourd'hui, dans la sous-région, je vais prendre l'exemple de deux pays, le Mali et le Sénégal. Au Sénégal, étant donné que le parc automobile au Sénégal était très vétuste, il y a eu un appel d'offres international pour la préqualification d'une société pour gérer un centre de contrôle technique qui avait été créé par l'État. Ceci faisant, aujourd'hui, c'est la société civile sénégalaise qui s'est levée pour que l'on facilite les usages et l'activité de contrôle technique. Parce qu'il y avait des abus et une non-transparence sur l'activité elle-même. Du fait que les usagers étaient obligés de passer des heures durant à effectuer un contrôle, des fois certains considéraient que c'était des diagnostics qui avaient été donnés étaient des diagnostics fantaisistes. Et en matière de contrôle technique, lorsque vous avez un diagnostic qui ne correspond pas à la conformité du véhicule, vous devez faire ce qu'on appelle une contre-visite. Oui, mais, c'est-à-dire que vous devez revenir. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que
s'il n'y a pas de concurrence dans ce secteur, est-ce qu'il peut se qualifier comme nous le voulons aujourd'hui? Il ne peut pas se qualifier, justement. Maintenant, je vais vous donner l'exemple du Mali. Au Mali, même situation qui s'est passée en Guinée. En 1995, au Mali, une société qui s'appelle Mali Technique System, MTS, a bénéficié d'une convention de concession exclusive. En 1995. La convention est arrivée à échéance en 7 ans après. Elle a été renouvelée 5 ans pour 5 ans. Le ministère des Transports malien, compte tenu du travail qui n'a pas été apprécié, qui a été apprécié de manière très défavorable, et compte tenu des revendications de la société civile et du choix du développement économique du Mali, a décidé, en écrivant à la société, de leur signifier que le monopole n'aurait plus lieu dans ce secteur et que maintenant, il y aurait un appel en concurrence pour que plusieurs prestataires puissent effectuer le travail. Revenons sur le cas guinéen. Alors, quelles peuvent être les conséquences justement de la monopolisation d'un secteur comme le contrôle automobile? D'accord. Les arguments sont de trois natures. Donc déjà, vous avez des arguments concernant la technique, c'est-à-dire le fondement même du secteur. Vous avez en Guinée, selon les immatriculations, un parc selon les statistiques au niveau du CADAC, un parc de près de 450 000 véhicules qui circulent. Donc des véhicules qui sont d'années et d'âges différents et d'états différents. La densité de ce parc nécessite qu'il y ait à peu près une vingtaine, je dirais une trentaine de centres de contrôle technique. Vous imaginez que lorsque l'on veut mettre un centre de contrôle technique, pour le coût que représente un centre de contrôle technique, je vais par exemple vous prendre le cas du Sénégal, le centre de contrôle technique au Sénégal a coûté 3,2 milliards de francs CFA. C'est parce qu'on voulait faire quelque chose de très moderne. En Guinée, justement, avec le programme de relance qui est au ministère, et pour lequel donc, nous sommes assistants techniques, nous assurons la partie technique donc, de ce programme, qui a eu l'avis positif et l'accompagnement financier de l'Union européenne, nous avons pris un projet pilote, le projet d'une société de la place qui s'appelle Socotac. Le coût de réalisation des infrastructures de Socotac en ce moment est élevé à 600 000 $. Vous imaginez que Socotac est basé sur la commune de Matam. Vous imaginez que si l'on a 33 préfectures, une vingtaine ou 33 préfectures à équiper, il faut multiplier ce coût par le nombre de centres de contrôle technique que l'on va faire. Vous imaginez l'investissement que cela représenterait pour une seule société. Tout en sachant que les gens sont réticents vis-à-vis du contrôle technique si c'est une seule société. Ouais. Parce qu'ils vont se dire non, mais on va quitter ce centre, on va aller ce centre, c'est la même société, ce sera le même tarif. Ouais. Donc on n'a pas de comparaison. Ils ne feront pas le contrôle technique. Oui, l'Union européenne, d'ailleurs, dans ses plans d'action, avait en tout cas promis d'accompagner justement la Guinée pour qualifier mieux le secteur. Mais vous pensez qu'avec la monopolisation de ce secteur, est-ce que l'Union européenne va toujours accepter et accompagner donc la Guinée dans cette réforme? Justement, dans les discussions que nous avons eues avec l'Union européenne, la condition sine qua non était l'ouverture du secteur. Ce n'est pas quelque chose de fantaisiste si une telle institution telle que l'Union européenne, sur des recommandations techniques, demande à ce que le secteur soit ouvert. Pourquoi? Parce que nous avons fait des analyses concernant des paramètres sociaux et politiques au niveau de la Guinée. Nous avons également, dans le cadre du programme, montré les avantages de l'ouverture en termes de développement de l'emploi des jeunes, en termes d'aménagement du territoire, en termes de développement des petites et moyennes entreprises, qui rentrent justement dans un programme qu'on appelle la stratégie de réduction de la pauvreté. Ce programme des PME ne peuvent se développer que lorsqu'elles ont plusieurs PME qui entraînent justement qui rentrent dans ce cercle vertueux, ce qu'on appelle le cercle vertueux de la croissance. Je vous donne un exemple tout simple. Il y a deux sociétés, ça voudrait dire
deux nécessités de communiquer. Ouais. Donc, Deux entreprises différentes. Deux entreprises différentes. Ouais. Donc recours à deux agences de communication différentes. Ouais. Si vous avez une seule société, ce sera une seule agence de communication. Donc en matière d'emploi, donc ça peut même jouer, M. Diawadou. Bien entendu, justement, ça peut jouer, justement. Et l'autre versant, c'est que nous avons même d'ailleurs rencontré plusieurs ministres de la place, notamment le ministre de l'Emploi des Jeunes et le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Il y aura la possibilité, dans le cadre de ce programme, de qualifier tous ces jeunes qui ont le savoir-faire en termes mécaniques que l'on voit dans les garages, mais de leur offrir une formation diplômante. Donc cette formation diplômante qui serait octroyée dans le cadre du programme, mais qui serait financée par les partenaires au développement. Mais cela, encore, la condition de départ, c'est l'ouverture du secteur. Vous comprendrez qu'on ne peut pas financer un programme pour une seule société. Oui. Voilà. Voilà, mais dans le décret donc qui attribue la concession donc à Civita, il est dit que cette société doit prouver son existence et même sa capacité en 6 mois. Mais quand nous prenons même la démarche donc de cette monopolisation dans le fond et même la forme, est-ce que la procédure a été respectée au pied de la lettre? Non, justement. C'est pour ça que lorsque ce décret nous est apporté, d'abord je vous explique que ce décret, il n'y a aucune ampliation concernant les départements concernés. C'est-à-dire dans le décret, on parle du ministère des Transports, de l'industrie des PME, de la sécurité routière, jusqu'à aujourd'hui. Donc parce que le décret, le document qui circulait, donc sur lequel je suis tombé, dit que ce décret a été effectué le 8 avril 2015. Nous sommes le 18 mai, si je ne m'abuse. Donc un mois après, le décret n'a même pas été lu sur les ondes. Le décret n'est même pas arrivé au ministère qui a la tutelle donc, du contrôle technique, ni aux autres ministères qui sont impliqués dans la démarche. Donc moi, je pense que même lorsque vous lisez donc, le décret dans sa forme, et dans le fond, vous comprendrez que c'est un document qui nous laisse avoir qui est sérieusement douteux. Dans ce cas précis, tout porte à croire qu'il y a une main noire derrière, qu'il y a une certaine manipulation, donc pour octroyer, en tout cas, comme je le disais, pour la monopolisation du secteur par une seule société. Mais justement, c'est si ce décret est réel, si ce décret est authentique. Moi, quand je lis le décret, je pense qu'aucun chef d'État ne signerait un tel document. Oui. Le chef d'État, je suis formel là-dessus, je pense que ce n'est pas lui qui a signé ce document. Et à votre avis, c'est qui? À mon avis, je ne sais pas. Mais je suis persuadé, lorsqu'on lit le document, lorsque vous lirez le document, que le président de la République n'a pas pu signer ce document. Alors, Monsieur Diawadou, à votre avis, qu'est-ce qu'il faille faire aujourd'hui pour qualifier justement le secteur du contrôle automobile en Guinée? Quelles propositions de solutions faites-vous justement? Déjà, nous avons un programme. Le ministère des Transports a un programme. Ce programme qui a commencé, dont l'ébauche a commencé en 2011 sous le ministre précédent, qui s'appelle le ministre Ahmed Tidiane Traoré, est en train de suivre son cours. Le ministre actuel, M. Alou Diallo, a fait une communication au Conseil des ministres disant que justement, ils allaient relancer les études et les appels d'offres concernant la relance des activités de contrôle technique. De réception technique et de contrôle technique. La réception technique, c'est le contrôle des véhicules importés en République de Guinée. Oui. Au jour d'aujourd'hui, il y a des cahiers de charges qui sont en train d'être mis en place, justement pour que le département puisse sélectionner sur la base de l'expérience, des capacités financières, les sociétés qui seraient aptes à effectuer le contrôle technique. Et ces sociétés bénéficieraient d'un agrément, feraient le contrôle technique et seraient auditées de manière périodique pour voir si leur travail correspond au cahier des charges qui a été édité par le ministère des Transports. Monsieur Diawadou, donc nous arrivons au terme de cette émission. Vous allez fixer la caméra donc, qui est devant vous et on va vous écouter. Quel appel avez-vous à lancer aujourd'hui justement à l'endroit des autorités? On sait que c'est de l'avis de certains une grosse magouille qui est derrière en tout cas ce décret.
Vous-même, vous avez reconnu que ce décret n'a pas été signé par le président de la République. Nous vous écoutons. Concernant le décret, comme je vous ai dit, pour moi c'est un document auquel je ne porte aucun intérêt et je pense que le ministère des Transports, puisqu'il n'a pas été informé par la voie officielle, puisque le président de la République ne l'a même pas promulgué et puisqu'il y a des doutes sur l'authenticité même de la signature de ce document, je pense qu'il ne faille pas en faire tout un chou, tout un plat, toute une notation et je demande à ce que, de suivre le déroulement des cours, du déroulement de ce dossier et vous verrez que certainement le contrôle technique sera effectif au courant de cette année. Voilà, mesdames et messieurs, donc nous étions avec le consultant du groupe français Autovision, Monsieur Djawadou Bari. Merci d'être venu sur Évasion. Merci bien, Monsieur Guilabou. Voilà, mesdames et messieurs, donc dans cette deuxième partie, nous étions avec un consultant du groupe Autovision spécialisé donc dans le contrôle technique véhicule. En tout cas, merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très prochainement avec d'autres acteurs politiques pour décortiquer l'actualité dans toute sa diversité. Merci.